Et pour le Zoom du jour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Jaffelin. Bonjour monsieur. Bonjour Floriane, on ne dit pas un plaisir, on dit un bonheur. Un bonheur, exactement, puisque ce sera l'objet de votre livre. Alors vous êtes agrégé de philosophie. J'ai ouï dire que dans une autre vie, vous aviez également été diplomate et vous avez écrit 10 ouvrages et notamment Éloge de la gentillesse qui a été un grand succès en librairie, me semble-t-il. Et vous venez ici pour nous présenter Célébration du bonheur, guide de sagesse pour ceux qui veulent être heureux. C'est aux éditions Michel Lafon, un petit essai vulgarisateur. Et on voit que vous l'avez lu à votre sourire, on voit que vous êtes heureuse, Floriane. Exactement. J'espère trouver les clés du bonheur de temps en temps. En tout cas, tous les jours, c'est plus compliqué. Ma première question, d'ailleurs, elle va concerner le fait d'être heureux, le fait de trouver le bonheur. Est-ce que tout le monde peut être heureux ou il y a des gens qui sont condamnés à rester dans le malheur, où on peut tous faire cette petit effort pour trouver cette flamme? C'est une bonne question, Floriane. Je suis très sociable, mais je ne connais pas tout le monde. Donc c'est difficile de répondre à une telle question qui est plus psychosociologique que philosophique. Je pense que tous ceux qui veulent peuvent l'être. À la première condition, c'est de ne pas confondre le bonheur et le plaisir. À propos du bonheur, est-ce qu'on peut considérer que le malheur, qui est le pendant du bonheur, est une condition sine qua non de l'existence du bonheur? Ah ça, je crois que même si je ne connais pas tout le monde a vécu un peu les deux. Oui, un peu de malheur, un peu de bonheur. Mais je commence mon livre par le malheur pour montrer que ce qu'il y a de commun entre malheur et bonheur, c'est heure, qui vient d'un mot qui veut dire la chance. Et il y a des mauvaises chances et des bonnes chances. Toute la sagesse, c'est cette forme d'intelligence typiquement occidentale qui consiste à anticiper les événements qui peuvent nous arriver pour les accepter, peuvent nous faire accepter les malheurs qui vont venir parce qu'on les a anticipés. Idem pour le bonheur. Vous venez de parler de notre société et c'est assez intéressant parce qu'on est dans une société qui connaît un niveau de progrès et d'évolution qui est quand même extraordinaire. Est-ce que ce progrès-là, justement, il est à même de nous apporter le bonheur tant espéré, tant souhaité? Absolument pas. D'ailleurs, je dirais qu'il y a beaucoup de regrets, R-E-G-R-E-S, pas avec un T, c'est-à-dire de régression dans notre société. Plus la technologie avance, plus l'humanité recule. On ne ressemble plus aux singes, mais je crois qu'on a une aptitude au bonheur peut-être plus éloignée de la nature que les animaux. Vous soulignez dans votre livre que justement ce progrès nous a permis de vivre plus longtemps et que plus on vit longtemps, plus on a peur de la mort. Plus on est assuré. Et plus on est assuré et moins on est responsable. De mourir. Est-ce que c'est Ou d'être malade. Oui, ou d'être malade, absolument. Est-ce que cette vision de la fin qui est plus nette aujourd'hui, c'est un obstacle au bonheur ou justement on peut s'en défaire et profiter de la vie, comme on dit? Carpe diem. Alors moi je défends plutôt, c'est une présentation simple et populaire, une pop philosophie. Je présente la théorie stoïcienne. Et le carpe diem, c'est plutôt épicurien, c'est plutôt mettre en avant le plaisir. Et ce que je vous ai dit au tout début, c'est que si on veut être heureux, il ne faut déjà pas confondre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est la fin d'un manque. On a un besoin, on a un désir, donc on a une insatisfaction. Et le moment où on éprouve un plaisir, c'est quand on met fin à ce manque. Le bonheur n'a rien à voir avec ça. Le bonheur, c'est un effet de la réflexion. Si on revient sur revenons sur cet aspect de mort qui nous attend tous, in fine, est-ce que si on est croyant et qu'on a cette certitude d'un au-delà, ou du moins cette croyance d'un au-delà, parce qu'il y a des croyants qui ne sont pas certains, est-ce qu'on en est un peu plus heureux du coup grâce à la religion? Alors votre question implicitement, elle laisse penser que ceux qui sont athées seront plus malheureux que les croyants. Moi, je suis croyant, mais je pense que les athées peuvent être heureux. Justement, s'ils ont cette capacité stoïcienne à avoir une forme d'intelligence qui leur permet d'être responsables. Et responsable, étymologiquement, ça veut dire qu'on répond de nos actes. Or, on vit dans une société où on est passé de la responsabilité à la victimité. On pense qu'il est toujours injuste qu'il nous arrive quelque chose. Et on passe notre temps à se plaindre, à chougner et à s'assurer. Et on ne passe pas notre temps à essayer de comprendre la réalité. Et pour répondre à votre question, je ne crois pas que l'athée soit plus malheureux que le croyant. Et vous parlez de cette société de la victimité. Oui. Est-ce que, au fond, ce n'est pas tout simplement parce que la vie est injuste?
Non, je pense que c'est... Il faut l'accepter ou... Pas du tout. Je pense qu'on vit dans une société où on met en avant le côté infantile de chaque adulte. C'est paradoxal parce que les dites démocraties occidentales font de moins en moins d'enfants. Mais elles adorent les enfants au point d'interdire la gifle et la fessée, mais elles n'en font plus. Et par contre, elles considèrent les adultes comme des enfants, c'est-à-dire comme des victimes potentielles de tout ce qui peut leur arriver. Et moi, c'est vraiment un livre pour encourager la responsabilité. Une autre forme d'intelligence que celle de notre société, qui veut nous cajoler, qui veut nous enfermer dans un cocon. Justement, je rebondis sur cet aspect de la raréfaction de l'enfant, le fait qu'aujourd'hui, c'est un projet qui soit mûrement réfléchi. En principe, on ne se lance pas dans l'aventure sans avoir un emploi stable, la maison qui va bien, tout. Et, vous parlez en connaissance de cause, d'ailleurs. Écoutez, moi, j'ai fait des enfants assez jeunes, en fin de compte. Donc j'ai été un peu plus aventurière que certains de mes contemporains, sans doute. Mais... voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on vient au monde, on est fondamentalement le fruit d'un projet, de quelque chose qui a été souhaité. Est-ce que ça ne devrait pas être un point de départ évident pour être heureux? Et pourtant, c'est plus compliqué que ça. C'est vrai que j'aborde pas tellement l'aspect de la grossesse ou de la naissance dans le livre, mais j'aborde la question de l'enfant, la question de l'adulte et la question du vieillard. On est dans un monde qui pratique l'IVG et qui va valoriser l'euthanasie. C'est-à-dire que ni les bébés, les futurs bébés, ni les vieillards sont encouragés à vivre. Ce qu'on veut croire, c'est que l'adulte épanoui, jouisseur, qui a des plaisirs, est le seul qui mérite, et en bonne santé, est le seul qui mérite d'être en vie. Et je pense que ça, c'est plutôt un symptôme de l'ébranlement, de la décadence de notre civilisation qu'un aspect positif. Et justement, vous critiquez beaucoup tout ça, le fait que la santé, ça passe, l'argent, ça peut passer, alors, en fait, ou ça n'apporte pas grand-chose. parce que c'est très très vieux le stoïcisme. Oui, oui, bien sûr. Avant Jésus-Christ. Vous ramenez le sujet sur la table. Et en fait, la santé, c'est ce que les stoïciens appellent un indifférent. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le bien, il y a le mal et il y a les indifférents. Et parmi les indifférents, il y a les préférables. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être en bonne santé que malade, mais si on est malade, c'est absolument pas grave. De même manière, il vaut mieux être riche que pauvre, mais si on est pauvre, ça n'est absolument pas grave du point de vue de l'équilibre de l'âme. Ce qu'on appelle en philosophie l'équanimité, c'est-à-dire la capacité à accueillir tout ce qui arrive. Vous développez d'ailleurs des exemples de célébrités. Je crois que vous parlez de Sainte Thérèse de Lisieux ou de tout simplement Sœur Emmanuelle, qui étaient deux femmes qui n'étaient pas particulièrement en bonne santé et qui ont propagé leur bonheur intérieur. Peut-être elles l'ont répandu dans le monde de façon assez remarquable. On peut le souligner, effectivement. Qu'est-ce qu'il nous faut pour être heureux, du coup, si ce n'est pas nécessairement la santé? Un soupçon de réflexion. Ce qu'on est en train de faire là, ce que votre télévision donne comme accès à ceux qui la regarderont. Un peu de réflexion pour se dire que ce qui nous arrive ne doit pas être considéré injuste si on le trouve négatif. Ce qui est injuste, c'est qu'on le trouve négatif. Et on le trouve négatif pourquoi? Parce qu'on a manqué d'intelligence pour anticiper ce qui pouvait nous arriver. Un accident, une maladie, la perte d'un proche, le chômage, etc., etc. Si on se met à se lamenter de tout ce qui nous arrive, ça c'est un déficit et une propension à être malheureux. Alors justement, le mal, la méchanceté, c'est très propre à l'humain finalement. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est collectivement responsable de notre bonheur évidemment, mais aussi d'une partie de notre malheur? Collectivement, je ne sais pas. Sauf si la philosophie se répandait au point de faire à cet effort à ceux qui nous lisent et nous écoutent. Mais je pense que collectivement, on est dans une société qui préfère le plaisir au bonheur. Parce que c'est à court terme le plaisir. Vous avez un besoin, vous avez soif, vous buvez. Vous avez un désir sexuel, vous le comblez. La sagesse, c'est autre chose. Hein. Ça demande un peu d'entraînement, de préparation psychique, intellectuelle, mentale, quoi. Même en ouvrant un seul bouquin, effectivement, ça ne va pas aussi vite. Ce n'est pas les clés dans Matrix qu'on peut brancher directement au cerveau. Eh ben oui, je prends cet exemple, oui. Oui. Vous avez écrit un livre sur la gentillesse, l'éloge de la gentillesse, plusieurs livres d'ailleurs, même parce que la gentillesse en entreprise, etc. Le méchant, finalement, vous expliquez que c'est quelqu'un qui est fondamentalement vide. Est-ce que c'est un grand vide en soi qui nous empêche d'être heureux ? C'est une question très métaphysique que vous me posez là. J'ai jamais vu le vide. Même sous la table, c'est pas vide puisqu'il y a mes jambes. Est-ce que c'est le vide? Je sais pas. J'explique que l'étymologie de méchant, ça vient du vieux François
qui veut dire méchoir. Et choir, on sait ce que c'est tomber. Et méchoir, c'est mal tomber. Et si on prend une rangée de dominos circulaires, on s'aperçoit que le méchant, c'est le premier qui fait tomber le deuxième domino. Mais le dernier domino fait tomber le premier. C'est-à-dire que tous ceux qui sont méchants, la plupart du temps, finissent par tomber après avoir fait tomber les autres. La gentillesse permet d'être plus heureux, alors. Ah ben, la gentillesse, on relève les gens, donc on s'élève soi-même. Exactement. Alors, anticiper le malheur, comme vous disiez, savoir que oui, la maladie existe, oui, les mésaventures existent, les accidents, etc. Est-ce que ça permet tout à fait de se prémunir du malheur? Et surtout, est-ce que le temps qu'on va consacrer à se dire « oui, bon, ça peut arriver, c'est comme ci, c'est comme ça », ça ne va pas diminuer le bonheur, finalement? Alors, je dis qu'il faut tout anticiper, aussi bien les bonnes choses. L'éclair au chocolat que vous allez manger, l'enfant qui va naître, le conjoint avec lequel vous vous épanouissez. Il faut aussi anticiper le bien, mais le bien et le mal, le bon et le positif et le négatif. D'ailleurs, je rebondis à nouveau sur l'enfant parce que c'est une question que j'ai oublié de vous poser. Faire des enfants, est-ce que c'est une clé vers le bonheur? Ou au contraire, est-ce qu'on se complique terriblement la vie comme on aurait tendance à l'entendre aujourd'hui? Je crois que si vous l'avez désiré, c'est une clé, oui. Mais le bonheur n'est pas une porte, hein, c'est plutôt un effet. C'est pas une porte qu'on ouvre, c'est un effet de la sagesse. Ce que j'essaye de défendre dans ce livre, c'est qu'il faut d'abord être sage avant d'être heureux. Et que le bonheur n'est pas un but. Ceux qui cherchent le bonheur cherchent un raccourci. Cherchez la sagesse et vous aurez le bonheur en récompense. C'est un effet secondaire comme les médicaments qu'on prend, sauf que là, c'est un effet secondaire positif. Est-ce que vous êtes certain que la sagesse nous permet réellement d'accéder au bonheur? Parce que finalement, on se dirait qu'un grand naïf ou un grand ignorant, comme il ne connaît pas grand-chose, il reste tranquille, quoi. Il peut être heureux, il peut avoir son petit morceau de bonheur. Est-ce que c'est pas plus compliqué, justement, quand on se renseigne? Il n'y a pas de morceau de bonheur. On est heureux, on ne l'est pas, c'est pas par petits bouts. Moi, je connais quelqu'un qui me dit, moi, je suis heureux par moment, mais je ne pourrais pas être heureux tout le temps. Mais travailler, c'est comme son corps, hein. Il y a des gens qui, dans notre société, musclent leur corps, mais pas du tout leur âme. Muscler son âme, c'est justement pas avoir un petit bout de bonheur, c'est l'être tout le temps. Quoi qu'il arrive, on vous annonce une bonne nouvelle, vous êtes heureux. On vous annonce une mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas malheureux. Je prends quand même des exemples dans mon livre qui sont illustratifs de ça. Hein. En Pologne, à Varsovie, une famille est arrêtée. Le mari voit sa femme et ses enfants se faire abattre sous ses yeux. Lui est placé, on refuse de le tuer parce qu'il parle allemand en plus de polonais. On le place dans un camp de concentration et lui décide à ce moment-là d'aider les autres tout le temps. Il est le seul à pas être malade dans le camp de concentration dans lequel il est détenu. Donc vous voyez qu'à partir du moment où on réfléchit à une situation, on la transforme en quelque chose de positif, même si elle est aux yeux de tout le monde très négatif, eh ben on peut accéder à cet équilibre de l'âme, cette équanimité qui permet d'affronter tous les événements. Et d'équilibrer le corps d'ailleurs, puisque ça empêche d'être malade. Le malheur rend malade. Vous parlez de l'amour dans votre livre, en deuxième partie, dans les heurts. Le coup de foudre. Qui sont les coups de foudre. Est-ce que les coups de foudre, est-ce que ça rend vraiment heureux ou c'est juste un petit instant finalement qui est amené à disparaître? J'essaye de montrer à travers 3 exemples littéraires. Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, par exemple. Et l'écume des jours de Boris Vian. Avec Boris Vian. De montrer que le coup de foudre, c'est vraiment très pulsionnel. Donc c'est le contraire d'un équilibre de l'âme. Ça crée un déséquilibre dans une relation personnelle, puis entre 2 personnes qui s'émoustillent l'une et l'autre pour arriver à un chaos. C'est-à-dire les coups de foudre ne donnent jamais lieu à des histoires d'amour qui durent 50 ans. Roméo et Juliette, du coup, histoire d'un bel amour ou histoire fondamentalement malheureuse? Fondamentalement non. Enfin, si vous considérez que le coup de foudre c'est le fondement d'un désamour, oui. Oui. D'ailleurs, vous parlez du fait que Roméo, avant de tomber amoureux de Juliette, il est amoureux d'une autre, effectivement, et que donc c'est un sentiment qui peut être très passager. On est obligé de passer par cette formule-là. Si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue, selon un proverbe populaire. Et je reviens à cette idée d'indifférent relatif. Vous considérez que donc cet argent, cette santé, cette richesse, cette gloire même, parce qu'il y a aussi la question de devenir célèbre, sont des indifférents relatifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux le concept pour qu'on s'en imprègne? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure
à propos de la maladie. Ce que les stoïciens appellent un indifférent, c'est quelque chose qui n'est ni bien ni mal. C'est-à-dire que si j'apprends que je suis malade, il faut que je fasse comprendre au médecin, au lieu qu'il me plaigne ou qu'il développe sa compassion, que ça m'est indifférent, que j'arrive à vivre au-delà et avec cette maladie. Maintenant, si je suis en bonne santé, c'est un indifférent positif, parce que du coup, j'ai plus à faire cet effort mental et intellectuel qui me permet de dépasser la position de victimité dans laquelle je suis quand je suis pauvre, quand je suis malade ou quand je suis handicapé. Qui maîtrise son âme, donc maîtrise son bonheur, c'est bien ça? Eh ben oui. C'est pas qu'il le maîtrise, c'est qu'il le déclenche de manière durable, contrairement au plaisir, qui s'éteint après un coït, l'homme s'endort. Oui. Effectivement. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux téléspectateurs pour muscler leur bonheur, à part de lire votre livre, bien sûr, dont je rappelle les références juste après? Il faut faire des exercices dans toutes les nouvelles, après nous avoir vues et écoutées, qui vous arrivent et que vous trouvez négatives. Il ne s'agit pas de les analyser en disant pourquoi je les trouve négatives, mais pourquoi je ne l'ai pas anticipé. Est-ce que ce qui vous arrive est vraiment si accidentel et imprévisible? Eh bien, écoutez, merci beaucoup Emmanuel Jaffelin. Je rappelle votre ouvrage pour les téléspectateurs, Célébration du bonheur, guide de sagesse pour ceux qui veulent être heureux, aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et puis peut-être à très bientôt sur TV Liberté. And as we say in English, be happy Florian.